Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération était ce lundi face à la presse. Une sortie médiatique qui intervient après son retour du Royaume des Pays-Bas à l'occasion de la visite du chef de l'État les 4 et 5 octobre 2022. À suivre dans un instant les points des expériences partagées entre les deux pays amis, de même que le point des retombées économiques. Ensuite, la Commission électorale nationale autonome rend public son calendrier électoral finalisé. Ses activités phares pour une durée de 6 mois. Le calendrier électoral prévoit l'enregistrement des candidatures à partir du 28 octobre prochain. Pendant 6 jours, la campagne électorale, elle démarre le 23 décembre et la proclamation des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale est prévue pour le 11 janvier 2023. Et pour finir, Djougou a célébré ce dimanche la fête de la Gani, encore appelée fête du Maouloud, pour lancer les hostilités entrant dans le cadre de cette célébration. Le roi de la ville, Sa Majesté Pétoni Koda VI, a effectué le parcours rituel. Les princes et princesses et autorités politico-administratives se sont mobilisés dans l'après-midi autour de Sa Majesté pour les manifestations proprement dites. Et voilà pour le sommaire de ce 13 européen. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération était ce lundi face à la presse. Une sortie médiatique qui intervient après son retour du Royaume des Pays-Bas à l'occasion de la visite du travail du chef de l'État les 4 et 5 octobre 2022. Face aux professionnels des médias, Aurélien Agbenossi a fait les points des expériences partagées entre les deux pays amis, de même que le point des retombées économiques issues des accords de financement. Il est au micro de Clément Achadé Rachidi Soubirou. Il faut dire que cette visite avait pour objectif d'examiner les possibilités de renforcer les relations économiques et de partenariat dans les divers domaines clés pour lesquels nous estimons en tant que gouvernement du Bénin, nous estimons que le Royaume des Pays-Bas offre des potentialités réelles de coopération, des pistes sur lesquelles nous pouvons travailler effectivement. Il s'agissait pour nous aussi de présenter les réformes économiques qui ont permis l'amélioration du climat des affaires dans notre pays et de promouvoir les opportunités d'investissement qu'offrent nos zones économiques. Nous en avons deux, mais celle qui est emblématique en ce moment et dont on parle beaucoup, c'est évidemment la zone économique spéciale de Glodjibé. Mais la préoccupation majeure du président de la République, lorsque nous nous rendions là-bas, c'est de voir aussi ce que le Royaume des Pays-Bas offrait comme expérience, offrait comme savoir-faire dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, car vous savez que c'est la priorité des priorités pour nous aujourd'hui. La première rencontre du président de la République a été celle qu'il a eue avec Sa Majesté, le roi des Pays-Bas, le roi Willem-Alexander. Il a ensuite rencontré M. Mark Rutte, qui est le Premier ministre des Pays-Bas. Il a rencontré des organismes de promotion économique et commerciale avec à la clé la signature d'accords de financement dont vous avez largement fait écho, accords qui ont été signés par mon collègue, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Il a rencontré divers organismes sectoriels, il a rencontré des organismes en charge du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a rencontré aussi les responsables dans des secteurs de l'économie, les responsables dans le secteur de l'exportation au Royaume des Pays-Bas. Le roi avait une bonne connaissance des réalités du Bénin. Il a salué, félicité le président pour les échos très positifs. Réellement, il a parlé de l'eau, il a parlé de l'éducation familiale, l'éducation sexuelle, surtout la promotion du genre, qui est un sujet qui le tient à cœur. Les progrès du Bénin en matière de santé, les institutions que nous mettons en place pour améliorer le secteur de la santé, les droits sexuels et reproductifs. Et en ce qui concerne les questions sécuritaires, il a monté une compassion et aussi une préoccupation entre le Premier ministre, son Excellence Mark Rutte, et le Président de la République. Là aussi, le Président et son interlocuteur se sont félicités du dynamisme de notre coopération,
de la coopération bénino-néerlandaise, marquée par des interventions des Pays-Bas dans plusieurs secteurs prioritaires de notre PAG. Le président de la République a profité de cette occasion aussi pour parler de nos potentialités, les potentialités agricoles du Bénin, les projets de transformation de nos produits locaux et aussi des opportunités qu'offre notre zone économique spéciale. Mais il a surtout insisté sur la question de l'enseignement technique professionnel. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a annoncé une assistance financière déjà, si je peux me permettre de le dire, de 3 millions d'euros par an sur 10 ans pour soutenir l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin, avec bien sûr l'engagement du Bénin de rendre disponibles des ressources, de faire les réformes qui sont nécessaires pour que sur 10 bacheliers chez nous, 7 aillent dans l'enseignement technique professionnel. C'est un voyage utile qu'en 48 heures, nous avons beaucoup travaillé, beaucoup appris, mais surtout beaucoup ramené. Les départements, l'ensemble des départements, l'ensemble du gouvernement, mais particulièrement le ministère de l'Économie et des Finances et surtout le ministère des Affaires étrangères, feront un suivi minutieux des conclusions de cette visite. Et puis à l'occasion de ce point de presse, le chef de la diplomatie béninoise a éclairé la lanterne sur la polémique relative à une supposée présence des forces armées étrangères au Bénin, notamment celle de l'opération Barkhane menée par l'armée française. Non et non, a répondu le ministre des Affaires étrangères à la question de journaliste. Je vous invite à écouter sa réaction sur le sujet, toujours au micro de Clément Atchadou. Je crois qu'il faut oublier et il faut dire les choses très clairement. Nous avons dit, et c'est d'ailleurs lors de la visite du président français, le président Emmanuel Macron, lors du point de presse des deux chefs d'État, qu'il a été révélé aux Béninois que dans la recherche de solutions, dans la dimension militaire, nous coopérons avec la France. Tout comme nous coopérons aussi avec la Belgique, où nous coopérons également dans le cadre de l'initiative d'Accra, avec les autres pays qui sont membres de l'initiative, pour pouvoir contrer le terrorisme. Oui, nous avons dans le pays des instructeurs de certains de ces pays. Il y a des instructeurs français qui travaillent avec certains de nos troupes. Il y a des instructeurs américains qui sont rendus ici, qui travaillent avec certains de nos troupes. Il y a aussi des instructeurs belges qui viennent dans le cadre de programmes de coopération que nous avons signés normalement. Mais je peux vous dire, contrairement à ce que certains affirment, qu'il n'existe aucune base militaire étrangère au Bénin. Mais souffrez que si des militaires doivent nous défendre, qu'à toute heure de la nuit, on puisse les aguerrir face au danger. Donc, il est tout à fait possible, même plausible, qu'il y ait eu des exercices qui ne soient pas déroulés en plein jour. On a besoin de protéger notre pays, nos populations. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des exercices qui ne sont pas cachés, que les populations de ces régions la voient. Mais de là où des gens qui sont en mal des formations sensationnelles disent oui, on a créé une base française. J'ai lu même que le ministre des Affaires étrangères aurait été à la manœuvre pour créer une base de quel pays rwandaise dans le pays. C'est faux. Il n'y a pas un seul, je vous dis bien, il n'y a pas un seul détachement rwandais dans ce pays. C'est pas vrai. Mais oui, nous parlons avec tous les pays avec lesquels nous pouvons nous organiser pour faire face à l'ennemi. Comprenez aussi que c'est des domaines où l'on n'a pas besoin de dire tout ce qu'on fait, mais la transparence impose que l'on vous dise que oui, nous parlons avec plusieurs pays, nous avons des accords avec certains pays comme la Belgique, la France, les États-Unis, pour améliorer les capacités. Et je vous prie, vous qui êtes les amis de la presse, de dire que le gouvernement a affirmé solennellement qu'il n'existe aucune base militaire étrangère ici.
Et c'était là à l'instant la réponse du ministre des Affaires étrangères sur cette supposée présence des forces armées étrangères au Bénin, notamment celle de l'opération Barkhane menée par l'armée française. Je vous l'annonçais en titre, après 3 jours de concertation avec toutes les parties prenantes impliquées dans le processus d'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome rend public son calendrier électoral finalisé. Ces activités phares pour une durée de 6 mois. Le calendrier électoral prévoit l'enregistrement des candidatures à partir du 28 octobre prochain. Pendant 6 jours, la campagne électorale, elle, démarre le 23 décembre et la proclamation des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale est prévue pour le 11 janvier 2023. Je vous invite à suivre le point complet avec le président de la Sénat sur les propos recueillis par Idrissou Boukari. L'article 59 de la loi 2019-43 du 15 novembre portant code électoral à la République du Bénin dispose, je cite, « Le calendrier électoral est rendu public par le président de la Sénat 90 jours avant la date du scrutin. Il est publié par voie de presse et tous autres canaux appropriés. » Fin de citation. En application de cette disposition légale, le Conseil des ministres a adopté le décret 2020-563 du 25 novembre 2020 portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. L'article 3 de ce décret dispose que le calendrier est élaboré par la Sénat en concertation avec les autres institutions de la République impliquées dans l'organisation du scrutin. C'est à cet effet que les séances de concertation se sont tenues à Azalaï Hotel du 3 au 5 octobre avec les différentes parties prenantes au processus électoraux. À l'issue de ces concertations, la Sénat a finalisé le calendrier électoral des élections législatives du 8 janvier 2023 que nous avons le plaisir de rendre public au cours de cette rencontre et de le mettre ensuite à la disposition de tous les acteurs du processus électoral ainsi que de l'opinion nationale et internationale dans un souci de transparence. Relève de ce calendrier électoral les opérations et formalités suivantes. 1. Publication des pièces à fournir par les candidats. Cela a été fait déjà. 2. Affichage de la liste électorale. Ce n'est pas encore fait. 3. Dépôt des candidatures dans les jours à venir. 4. Publication de la liste provisoire des candidats. 5. Publication de la liste définitive des candidats. 6. Remise de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome par l'Agence d'identification des personnes ou tout autre organe habilité par la loi. 7. Mise à disposition des candidats et partis politiques des spécimens des bulletins uniques. 8. Campagne électorale. 9. Opération de vote. 10. Enfin, proclamation des résultats. La publication du calendrier électoral constitue donc une étape décisive du processus qui nous conduira au choix des représentants du peuple le 8 janvier 2023. Atelier d'information et de vulgarisation des objectifs et cibles du Programme national de développement de l'irrigation. C'est une initiative de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA. Les assises tenues à Boïcon regroupent différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Plus de détails avec Imet Elena Moussou et Georges Voudounon.
Le rendez-vous marque un début de collaboration entre la société organisatrice, les utilisateurs ainsi que les experts du domaine des aménagements hydro-agricoles. Initié par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama, l'atelier tient lieu de cadre d'information et de vulgarisation des objectifs du Programme national de développement de l'irrigation PNDIR. Aujourd'hui au Bénin, l'irrigation est, après la mécanisation agricole, la prunelle des yeux du gouvernement. Pour cela, le programme gouvernemental pour lequel nous sommes là est décomposé en deux composantes. La petite irrigation et les grands aménagements hydro-agricoles. Actuellement, la Sonama est focalisée sur la composante petite irrigation et c'est ainsi qu'au regard des objectifs et défis qui nous sont assignés, la Sonama a entrepris quelques réflexions pour la mise en œuvre de la composante petite irrigation. Dans cette entreprise, la Sonama s'est fait accompagner pendant 1 an de quelques talents des questions d'irrigation, ce qui a permis d'élaborer le document de projet pour la petite irrigation et le programme triennal d'acquisition des équipements d'irrigation. Ces assises ont été l'occasion de présenter à l'assistance les offres et services contenus dans le projet en plus des différents acteurs impliqués dans le secteur. C'est vrai, nous avons parfois des périodes d'abondance de pluie, mais lorsque vous prenez nos cultures pérennes, il y a ce moment où, sans l'irrigation, la difficulté d'abord de faire suivre les plants et même les vieilles plantations aussi en ont besoin. Et c'est pour ça que je dis vraiment c'est un programme intégré qui va venir booster la filière, qui va venir vraiment accompagner toutes les initiatives nobles du ministère de l'Agriculture. Mais les autres éléments que nous venons d'écouter en termes de l'emplacement au niveau de chaque commune, de tout cela effectivement qui peut nous accompagner, tels que plombiers, mécaniciens et autres, vraiment ça vient à point nommé parce qu'il y a même des zones aujourd'hui où pour avoir un seul tractoriste, il y a toute une difficulté. Les éléments d'approche et d'appoint que la Sonama est en train de mettre en place pour nous accompagner, je pense que d'ici à 5 ans, notre pays sera repositionné. Chers participants, au bout de 3 ans, la petite irrigation devra impacter au moins 20 000 petits exploitants, utilisateurs potentiels de l'eau, dont les semenciers, les pépiniéristes, les maraîchers, les producteurs d'anacards, les producteurs de palmiers à huile, les producteurs d'ananas, les petits producteurs de vivriers. Les équipements prévus devront contribuer à l'aménagement de 10 000 hectares au terme des 3 premières années. Une fois imprégnés des actions prévues et des résultats escomptés, les participants sont appelés à formuler des doléances, mais aussi des recommandations dont la prise en compte va contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. À Porte-Novo, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Ouémé a tenu avec les responsables du secteur agricole en service dans le département de l'Ouémé sa 3e revue au titre de l'année 2022. Ils ont débattu des questions liées à la performance de ce secteur et les pistes de solutions à explorer pour assurer la qualité de l'offre agricole dans le département de l'Ouémé. Le point de cette rencontre dans ce reportage. Au cœur de cette rencontre des responsables à divers niveaux du secteur agricole dans le département de l'Ouémé, l'évaluation de la performance du secteur agricole dans le dit département. C'est la 3e revue trimestrielle au titre de l'année 2022 et les réflexions ont été focalisées sur les voies et moyens à adopter pour faire face aux affres des inondations et maîtriser les difficultés qui freinent le progrès agricole dans le département de l'Ouémé. La revue, dois-je le rappeler, reste pour nous la meilleure tribune pour évaluer, au regard des mesures prises par le gouvernement et les difficultés enregistrées, la performance des acteurs du secteur agricole et en particulier celle des filières, la performance donc des filières promues au niveau du pôle de développement agricole 7 du département de l'Ouémé. L'autre sujet brûlant de l'heure et qui reste très préoccupant pour nos populations concerne les questions d'inondation de plusieurs localités et également de parcelles de culture dans le département qui est estimé aujourd'hui à près de 2800 hectares, avec d'énormes pertes de production subies par nos braves populations. À la date du 30 septembre 2022,
Le secteur agricole a réalisé de belles performances dans le département de l'Ouémé. Si une telle performance a été enregistrée, c'est bien parce que la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Ouémé a mené des actions hardies en direction des producteurs. Au niveau du département de l'Ouémé, nous avons enregistré un total de 61 244 ménages agricoles. Et aussi, par rapport à l'activité de la pêche et de l'aquaculture, on constate qu'au niveau de notre département, c'est plus de la moitié des ménages agricoles qui pratiquent cette activité sur le plan national. Donc, l'activité est plus importante dans le l'Ouémé par rapport aux autres. Aussi, pour les questions liées aux terres, aujourd'hui, on peut dire dans notre département l'Ouémé, c'est 1,2 hectares en moyenne qui sont exploités par les exploitations agricoles. Il y a également d'autres résultats plus intéressants où aujourd'hui les acteurs peuvent quand même utiliser ces résultats de base pour pouvoir formuler des projets et améliorer les conditions de vie de notre population. Les travaux de cette revue ont duré 3 jours et ont abouti à de nouvelles recommandations pour le développement agricole dans le département de l'Ouémé. Et puis au thème des travaux de la revue du secteur agricole du 3e trimestre dans le département de l'Ouémé, les participants ont formulé des recommandations dont leur mise en œuvre va contribuer à améliorer le rendement agricole dans ce département. Suivez ici cet élément pour plus de détails. À la fin des travaux, je pense qu'il y a certaines recommandations qui ont été formulées toujours pour améliorer les performances de l'agriculture au niveau de notre département. Et au nom de ces recommandations, la première recommandation qui concerne tous les acteurs, à savoir les mairies, les ANU et les CISEC, c'est d'envoyer déjà une semaine avant la tenue des revues, des rapports. Il n'y a pas d'activité à présenter. La deuxième recommandation, elle est relative à la mise en place des intrants dans notre département. Par le passé, il y a des intrants qui sont mis en place à travers déjà les poussins, les plants, mais à destination, on constate que c'est des plants qui sont abîmés, c'est des intrants, des aliments qui sont mis en place, mais qui sont de bonne qualité. Et déjà, lorsque la direction départementale est au courant, là, on peut quand même déjà faire des prélèvements pour voir est-ce que ces intrants qui sont mis en place là répondent aux qualités recherchées. Cette recommandation est formulée à l'endroit de tous les acteurs, à savoir les projets programmes, les cellules communales, la mairie et les ANU. Là, ça nous permettra vraiment, quand on parle de productivité agricole, d'être encore au rendez-vous avec certains temps de qualité mis en place. Par rapport à toutes les recommandations, elle est relative à des infrastructures qui sont souvent construites au niveau des mairies. Le cas, ce qui a été débattu dans la revue, c'est l'aire d'abattage de Vigina, qui est dans la commune d'Adjara, où aujourd'hui l'infrastructure est dans un état vraiment pas du tout appréciable, où c'est dans la brousse. Et or, c'est des investissements publics qui sont utilisés, c'est des fonds FADER qui sont utilisés pour pouvoir ériger cette infrastructure et qui n'est pas allé à terme. Donc, une recommandation est formée dans ce sens pour permettre de pouvoir initier déjà à partir du dernier trimestre des rencontres entre acteurs pour voir comment on peut reprendre cette infrastructure, corriger ce qui ne va pas et mettre en service pour pouvoir servir à la population. Donc voilà un peu pour cette revue du 3e trimestre les principales recommandations qui ont été formulées pour pouvoir améliorer nos performances. Allez, nous parlerons de la Gani. Dans la suite de ce trésor au Bénin, Djougou a célébré ce dimanche la fête de la Gani, encore appelée fête du Maouloud, pour lancer les hostilités entrant dans le cadre de cette célébration. Le roi de la ville, Sa Majesté Petoni Kodassis, a effectué le parcours rituel, un parcours effectué cette année à véhicule, contrairement aux années précédentes où la visite des sites se faisait à cheval à la Sanarouna. Abdou Sabit Ressou ont suivi la procession. Ambiance inhabituelle devant le palais royal de Kilir ce dimanche 9 octobre. Djougou s'est ainsi réveillé avec l'air de fête. Un jour spécial avec des accoutrements spéciaux. À l'intérieur, règne aussi une ambiance de grand jour. Après les préparatifs et les dispositions liées à l'événement dans une discrétion totale,
Sa Majesté Issoufou Pétoni Kodassis fait son apparition pour entamer le parcours rituel. C'est le point culminant de la célébration de la Gani édition 2022. Cette année, la procession traditionnelle se fait à véhicule, contrairement aux années antérieures où le parcours se faisait à cheval. Cette sortie du roi de Djougou prend des allures d'une fête populaire à travers toute la ville. Des familles princières et des sites historiques sont visités au cours de cette sortie. À chaque étape, des prières et bénédictions sont dites. Nous allons prier pour la paix, la cohésion sociale. La fête commence très bien et la fête de la Gani à Djougou, c'est plus qu'une fête. Que Dieu nous donne la vie pour l'année prochaine. Les coups de détonation exécutés par les chasseurs traditionnels marquent la fin des prières à chaque station. Au passage du cortège royal dans les différentes rues, c'est l'admiration suivie des vœux adressés par les curieux. Après environ 2h30 de marathon, le roi, toujours accompagné par la cavalerie et une foule anonyme, met le cap sur sa résidence privée pour se désaltérer. La Gani ou la fête du Mauloud est une occasion de fête, mais aussi de prière. Nous passons maintenant au niveau des sites où les imams sont pour prier pour la cité, prier pour nous-mêmes, pour prier pour les citoyens. Donc, pour nous, c'est clair. Il n'y a pas d'autre explication que de rendre grâce à Dieu qui nous a créés. Comme il est de coutume, 3 tours sont faits autour du baobab sacré. Une étape aussi importante qui marque la fin du parcours rituel. Notre grand baobab signifie pour nous nos ancêtres. Et nous ne pouvons pas les abandonner comme ça. Et c'est pour cela que, tout en disant d'accord, l'islam est là, notre chef aujourd'hui, c'est le prophète Mahomet, nous n'oublions pas nos origines. Cette procession traditionnelle qui a pris fin précède les manifestations officielles prévues pour se dérouler à la place Kilir de la ville. Et puis après ce parcours rituel, les princes, princesses et autorités politico-administratives se sont mobilisés dans l'après-midi autour de Sa Majesté Pétoni Kodassis pour les manifestations proprement dites. On retrouve à nouveau Alassane Arounan, Abdou Sahabi Dressou. Venus des différentes contrées de Djougou et de sa diaspora, princes, princesses, dignitaires, sages notables de cette cité carrefour du Septentrion se sont retrouvés autour de Sa Majesté Pétoni Kodassis pour célébrer la Gani édition 2022. Un rendez-vous culturel qui mobilise chaque année les filles et fils de Djougou autour de leurs traditions ancestrales. À cette occasion, nous voulons rappeler que la fête de la Gani à Djougou est une occasion à toutes les filles et à tous les fils de Djougou de se retrouver, de se rencontrer, quelle que soit leur sensibilité politique, quelle que soit leur croyance religieuse. Aux côtés des populations fortement mobilisées pour la circonstance, on pouvait noter la présence des cadres natifs de la localité et des autorités à divers niveaux, dont le maire de la ville. Andy Fils, héritier du trône des Atchoukoumans, le prince de la lignée Atakora se réjouit de la reprise de cette fête identitaire après 2 ans de suspension pour cause de Covid-19. La Gani a dormi pendant quelques lustres
du fait de cette pandémie qui malheureusement a failli mettre l'humanité à genoux. Mais grâce à Dieu, à vos prières et aux précautions, nous sommes en train de vaincre cette pandémie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer à nouveau notre culture. Nous sommes heureux, très heureux pour le grand déplacement que vous avez eu à faire pour être tous ici présents pour cette belle célébration. Tout en saluant l'État central pour ses multiples efforts visant à la valorisation de notre patrimoine culturel, l'autorité communale va plaider auprès de l'exécutif en faveur de la rénovation du palais royal de Kilir. Merci aussi au gouvernement de la République parce que le gouvernement a décidé de faire de la culture une priorité. Après la construction d'un musée qui a cours, le gouvernement nous annonce une bonne nouvelle, la construction du palais royal de Niki. Les choses devant se faire à leur rythme, nous espérons que d'ici là, lorsque la classification des différentes royautés sera adoptée, ce sera le tour du palais royal de Djougou. Plusieurs tableaux culturels et artistiques du terroir ont achalandé ce rendez-vous culturel, après quoi les démonstrations des chevaux, grande attraction de la Gani à Djougou. Tour à tour, les trois lignées princières au trône de Kilir vont défiler devant le souverain de Djougou pour lui faire allégeance. Et puis l'organisation de cet événement culturel a séduit les cadres de Djougou et personnalités. Ils ont à la fin de ce rendez-vous annuel donné leurs impressions. On va les écouter. Mes impressions sont très bonnes. La Gani de cette année a été une très grande réussite. Vous voyez, c'est très merveilleux. Et les chevaux qui dansent. Hein, on dirait qu'il y a un langage entre les tam-tams et les chevaux. Ces chevaux qui comprennent bien le langage des tam-tams. Et ça fait vraiment des merveilles. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les fils et les filles de Djougou. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, vous savez que nous, à l'occasion de la fête de la Maouloud, le palais de Kilir fête la Gani. Et en tant que fils de Djougou, on ne peut être que fier. C'est la fierté. Merci beaucoup. On a repris cette année et la ferveur, vraiment, ça montre que le peuple avait faim de sa culture. Et vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon veut vendre la culture du Bénin à travers le monde. Donc, on ne peut qu'être fier de tableaux que nous sommes en train de voir. Et c'est une joie immense qui nous anime ce soir parce que la diversité de notre culture fait notre richesse à Djougou. Vraiment, nous remercions Sa Majesté le roi Pétoni, Kodassis de Djougou. Nous remercions toutes les têtes couronnées. Nous sommes vraiment fiers d'appartenir à cette culture-là. Nous sommes fiers de notre culture. C'est notre tradition, c'est notre fierté. Nous sommes là pour être en conformité avec ce qui se fait. Depuis des décennies, on aurait loupé le coche en ne venant pas ici. Moi je suis là. Vous savez que je ne peux être que là. C'est des impressions de joie et de satisfaction de pouvoir retrouver cette organisation, cette fête qui réunit tous les fils de Djougou. Nous sommes très heureux de tout ce que nous voyons. Nous assistons à une très belle fête et on voudrait remercier, féliciter le comité d'organisation pour tous les efforts qui ont été fournis pour nous offrir une très belle fête. Cette célébration me fait beaucoup plaisir et vu la saine émulation autour des festivités et de cette organisation culturelle, on sent que les populations étaient vraiment en attente au regard de la période de la Covid qui a donc marqué un petit ralentissement dans cette célébration. On a vu beaucoup de personnes sortir, beaucoup de personnalités venues de partout
Donc ça veut dire que l'envie bouillonnait en chacun de nous. Et puis pour finir, le gagnant du jeu, la main de fer organisé par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin, Franck Glaou, est reparti ce dimanche avec le véhicule Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est le prix qui revient au gagnant de ce concours démarré ce samedi et qui a pris fin 26 heures après de compétition. Ils sont 14 à compétir sur les 20 candidats présélectionnés. Ingrid Elvis Tronoucoin. J'ai toujours rêvé d'avoir un véhicule neuf. Wow. Il réalise enfin son rêve grâce au jeu concours initié par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin. Dénommé la main de fer, cette compétition consiste à maintenir une main le plus longtemps possible sur le véhicule à gagner. Ils sont au total 14 candidats à compétir sur les 20 présélectionnés. Un challenge qu'a réussi Franck Glaou après 26 heures de compétition, pendant lesquelles les candidats ont eu 25 minutes de pause à raison de 5 minutes chaque 5 heures. Il repart ainsi avec un véhicule Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions de francs CFA. La compétition n'a pas été facile, elle a été vraiment rude. On a eu de beaux candidats, personne n'a démérité, mais il fallait un gagnant et Dieu m'a fait grâce de ça. Et vraiment, je suis content et je remercie beaucoup Dieu et je remercie toute ma famille, surtout ma femme, ma maman et mon papa. Des fruits et des bouteilles d'eau, telles sont les seules rations alimentaires auxquelles les candidats en lice pour le jeu concours, la main de fer, ont eu droit pour renforcer leur organisme. La compétition s'est déroulée sous les yeux d'un huissier de justice. Un dispositif technologique a été aussi mis en place afin de s'assurer de la fiabilité du résultat final de la compétition. Alors les candidats avaient la main posée sur la voiture, chacun dans un emplacement bien défini. Dès que le go est donné par l'huissier de justice, avec ce que nous appelons la VAR, nous venons mémoriser l'emplacement de la main de ces candidats. Et par moment, la VAR repasse pour vérifier si l'emplacement des mains de chaque candidat est-ce que l'emplacement est respecté ou pas. Et dès que l'emplacement n'est pas respecté, systématiquement la VAR le montre et d'office ce candidat est éliminé. Donc c'est ce processus qui nous a permis de pouvoir éliminer tous les candidats jusqu'à aujourd'hui où vous avez eu la chance d'assister au face-à-face entre les deux derniers candidats et à la fin nous avons eu bien sûr le gagnant Franck qui est le candidat numéro F19 qui vient de remporter cette sublime voiture de la marque Suzuki Vitara. Cette première édition du jeu concours ne s'arrête pas à la remise du véhicule au gagnant. Les pronostiqueurs qui ont le plus voté pour le gagnant seront aussi primés. Le premier recevra une enveloppe d'une valeur d'1 million de francs CFA. Le deuxième et le troisième recevront chacun 500 000 francs CFA. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13 € Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.